Je prends la moitié de tes millions, y compris l'héritage de ta grand-mère, annonça Bradley avec un sourire suffisant, sa voix résonnant dans la salle d'audience comme s'il annonçait les numéros gagnants de la loterie. La confiance dans son ton me donnait la nausée, mais je me suis forcée à rester calme sur mon siège à la table de la défense. Je m'appelle Judith Crawford. J'ai 45 ans, et je n'aurais jamais imaginé me retrouver dans un tribunal de divorce à Nashville, Tennessee, à regarder mon mari depuis 5 ans tenter de voler tout ce pourquoi j'ai travaillé toute ma vie. Bradley était assis de l'autre côté de la pièce avec son avocat, l'air d'avoir déjà gagné à la loterie. Son costume coûteux, que j'avais payé, bien sûr, était parfaitement repassé, et ses cheveux blonds étaient plaqués en arrière de cette manière qui me charmait autrefois, mais qui maintenant me révulsait. Votre honneur, continua l'avocat de Bradley, mon client a droit à la moitié de tous les actifs conjugaux, y compris l'héritage substantiel que Madame Crawford a reçu pendant leur mariage. La mallette de l'avocat était remplie de documents, tous décrivant comment Bradley prévoyait de s'approprier l'argent durement gagné par ma grand-mère. J'ai regardé les spectateurs de la salle d'audience se pencher en avant sur leur siège, visiblement fascinés par ce qu'ils supposaient être un règlement financier massif. Certains calculaient probablement les chiffres dans leur tête, se demandant combien Bradley allait empocher. Quelques journalistes étaient même venus, attirés par les murmures d'une affaire de divorce de plusieurs millions de dollars impliquant une femme d'affaires de premier plan de Nashville. Le juge Richardson, une femme sévère dans la soixantaine, aux cheveux gris acier, a examiné les premiers documents avec une expression neutre. Elle présidait le tribunal de la famille depuis plus de 20 ans, et j'imaginais qu'elle avait tout vu. Mais quelque chose me disait qu'elle n'avait pas vu ce que j'allais révéler. Bradley s'est légèrement tourné sur sa chaise pour me faire un sourire qu'il pensait probablement victorieux. L'audace de cela me mettait hors de moi. C'était le même homme qui m'apportait du café au lit, qui prétendait m'aimer pour ce que j'étais, pas pour ce que j'avais. 5 ans de mariage, et tout cela n'avait été qu'un mensonge. La salle d'audience semblait oppressante avec son lambris sombre et le poids des procédures judiciaires planant dans l'air. Dehors, j'entendais les bruits lointains de la circulation de Nashville. Les gens menant leur vie normale pendant que la mienne était disséquée devant des étrangers. J'ai serré mon sac à main plus fort, sentant l'enveloppe à l'intérieur qui allait tout changer. Madame Crawford, s'adressa directement le juge Richardson. Avez-vous une réponse à ces accusations? Je me suis levée lentement, le cœur battant la chamade, mais ma résolution plus forte que jamais. C'était le moment que j'attendais. Le moment où la cupidité de Bradley le rattraperait enfin. Votre honneur, je crois qu'il y a quelque chose que le tribunal doit voir. Avec le recul, j'aurais dû voir les signes avant-coureurs beaucoup plus tôt dans notre relation. Bradley m'avait séduite pendant une période particulièrement vulnérable de ma vie. Je venais d'avoir 40 ans et je dirigeais ma société de conseil, Brightville Valley Analytics, avec un succès modeste, mais peu de temps pour la romance. Ma grand-mère avait été ma compagne la plus proche jusqu'à sa mort 3 ans avant que je ne rencontre Bradley, et je pleurais encore sa perte lorsqu'il est apparu lors d'une conférence d'affaires à Memphis. Il était charmant, attentionné, et semblait sincèrement intéressé par mon travail d'aide aux petites entreprises pour optimiser leurs opérations. Tu es brillante, disait-il, me regardant réviser des rapports financiers. Je n'ai jamais rencontré personne qui comprenne les chiffres comme toi. À l'époque, je pensais qu'il était impressionné par mon intelligence. Maintenant, je réalisais qu'il calculait ma valeur nette. Notre cours était un tourbillon de dîners coûteux et d'escapades romantiques. Bradley travaillait comme directeur des ventes pour une société pharmaceutique, mais il semblait toujours avoir de l'argent pour des rendez-vous somptueux. Je crois en l'investissement dans les personnes qui me tiennent à cœur, disait-il quand je questionnais ses dépenses. J'étais flattée par son attention et sa générosité, sans me rendre compte qu'il planifiait déjà sa stratégie d'investissement à long terme. Lorsque Bradley a demandé ma main après 8 mois, j'ai hésité. Ma grand-mère m'avait toujours averti des hommes qui vont trop vite, mais Bradley était persistant. La vie est trop courte pour attendre, insistait-il. Je sais ce que je veux, et je te veux toi. Sa demande était élaborée, un dîner privé sur un bateau de rivière avec un quatuor jouant nos chansons préférées. La bague était magnifique, valant probablement plus que son salaire annuel, bien que je n'y ai pas pensé à l'époque. Mon avocate, Patricia Ulbrook, avait insisté sur un accord prénuptial.
Toute femme d'affaires prospère a besoin de protection, m'avait-elle expliqué. Ce n'est pas romantique, mais c'est pratique. Je me suis sentie mal à l'aise d'en parler à Bradley, craignant qu'il ne pense que je ne lui faisais pas confiance ou que j'étais plus intéressée par l'argent que par l'amour. Mais la réaction de Bradley m'a surprise. Il a ri et a balayé ça comme si ce n'était rien. Bien sûr, ma chérie. Tout ce qui te met à l'aise. Je ne t'épouse pas pour ton argent. Je t'épouse pour toi. Il a signé les papiers sans même les lire, plaisantant en disant que l'amour n'a pas besoin de petits caractères. Son attitude décontractée m'a convaincu que mes inquiétudes étaient infondées. Ce n'est qu'une formalité romantique, avait-il dit, griffonnant sa signature avec une flourish, comme promettre d'aimer, d'honorer et de chérir, mais avec plus de jargon juridique. Je me souviens m'être senti soulagé qu'il soit si compréhensif, si désireux de dissiper mes inquiétudes. Patricia avait été méticuleuse dans la rédaction de l'accord, protégeant non seulement mes actifs existants, mais aussi tout héritage futur ou croissance de l'entreprise. L'héritage de ta grand-mère te parviendra éventuellement, m'avait-elle rappelé. Cela garantit qu'il reste dans ta famille où il appartient. À l'époque, je pensais qu'elle était trop prudente. Maintenant, je réalisais qu'elle avait été absolument prévoyante. Le vrai choc est survenu 18 mois après notre mariage, lorsque j'ai reçu l'appel concernant l'héritage de ma grand-mère. Elle m'avait tout laissé, sa maison, ses investissements, sa collection de livres rares, et 2,8 millions de dollars en fonds soigneusement gérés. C'était bien plus que ce que j'avais jamais attendu, et l'héritage a transformé ma situation financière du jour au lendemain. La réaction de Bradley à la nouvelle avait été révélatrice, bien que j'aie manqué la signification à l'époque. Ses yeux s'étaient littéralement illuminés lorsque je lui avais parlé de l'argent. 2,8 millions, répéta-t-il comme s'il n'arrivait pas à y croire. Judith, nous sommes riches. La façon dont il a dit « nous sommes » aurait dû être mon premier indice. À partir de ce moment-là, les habitudes de dépenses de Bradley ont radicalement changé. Il a démissionné de son emploi dans les 6 mois, prétendant vouloir explorer de nouvelles opportunités et être là pour soutenir mon succès. Ce qu'il a réellement fait, c'est dépenser mon argent comme si c'était sa propre allocation personnelle. Il a acheté une voiture de luxe soi-disant à des fins de réseautage. Il a investi dans le restaurant d'un ami sans me consulter, perdant 30 000 $ lorsque l'entreprise a fait faillite en 1 an. Il a réservé des vacances coûteuses, rejoint un club de golf exclusif et a commencé à s'habiller comme s'il avait toujours été riche. Chaque fois que je questionnais un achat, il me rappelait que nous étions partenaires et que les couples devaient se faire confiance pour les décisions financières. Le point de rupture est arrivé il y a 6 mois lorsque j'ai découvert que Bradley avait dit aux gens du club de campagne que l'héritage était de l'argent de famille qui nous appartenait à tous les deux. Il avait commencé à se présenter comme un investisseur et un entrepreneur, oubliant commodément de mentionner que tous ces investissements avaient été faits avec la richesse soigneusement préservée de ma grand-mère. Lorsque je l'ai confronté à ses mensonges et à ses dépenses, Bradley est devenu défensif puis cruel. Tu agis comme si c'était un grand secret que je me suis mariée à une femme supérieure, avait-il rétorqué. Tout le monde sait que tu avais besoin de quelqu'un comme moi pour profiter de la vie. Avant de me rencontrer, tu n'étais qu'une travailleuse acharnée solitaire sans vie sociale. Ces mots m'ont blessé car il y avait une part de vérité. J'avais été seule, et Bradley avait apporté de l'excitation et de la compagnie dans ma vie. Mais j'ai réalisé qu'il avait joué une partie longue, se positionnant comme mon sauveur tout en planifiant systématiquement de réclamer tout ce que j'avais hérité. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase a été la découverte de mai entre Bradley et son avocat discutant de la stratégie de divorce. Il planifiait cela depuis des mois, le synchronisant pour maximiser son potentiel règlement. Bradley avait même recherché les lois du divorce du Tennessee, cherchant des moyens de prétendre que son soutien émotionnel et ses contributions au style de vie lui donnaient droit à une part plus importante de mes actifs. C'est là que j'ai finalement recontacté Patricia et déposé moi-même la demande de divorce. J'ai refusé de laisser Bradley contrôler le récit ou le calendrier. S'il voulait se battre pour l'argent de ma grand-mère, je lui en donnerais une, mais elle ne se passerait pas comme il l'attendait. Maintenant, debout dans cette salle d'audience, j'étais prête à montrer à Bradley et à tous les autres exactement ce que sa cupidité lui avait valu. J'ai plongé la main dans mon sac et j'ai sorti l'enveloppe en manille que Patricia avait préparée pour ce moment précis.
La salle d'audience était complètement silencieuse, à l'exception du léger bruissement du papier et du bourdonnement lointain du système de climatisation. L'expression confiante de Bradley a légèrement vacillé en me voyant approcher le banc du juge. « Votre honneur, dis-je, la voix ferme et claire. Je crois que le tribunal doit examiner ce document avant de procéder à toute discussion sur la répartition des biens. » Le juge Richardson a tendu la main et a accepté l'enveloppe. « Quelle est la nature de ce document, Madame Crawford ?»« C'est un accord prénuptial, votre honneur. Un que mon mari a signé avant notre mariage il y a 5 ans. » Le changement dans l'atmosphère de la salle d'audience fut immédiat et électrique. L'avocat de Bradley, un homme mince nommé Gerald Weston, s'est levé d'un bond comme s'il avait été piqué. « Votre honneur, nous n'avons pas été informés d'un accord prénuptial. C'est très irrégulier. »« Asseyez-vous, monsieur Weston, » commanda le juge Richardson, rompant déjà le sceau de l'enveloppe. « J'examinerai les documents et déterminerai leur validité. » Je suis retourné à ma place, gardant mes yeux fixés sur Bradley. Son visage était passé de confiant à confus, puis à quelque chose s'approchant de la panique en l'espace de 30 secondes. Il chuchotait frénétiquement à son avocat, gesticulant vers le banc du juge. Je pouvais distinguer des fragments de ses mots urgents. Elle n'en a jamais parlé. Et comment est-ce possible? Patricia Ulbrook, mon avocate, est restée parfaitement calme à mes côtés. Elle se préparait à ce moment depuis des mois, s'assurant que chaque détail de notre stratégie était infaillible. « Attends et vois » m'a-t-elle murmuré avec un petit sourire. Le juge Richardson était une lectrice méticuleuse, prenant son temps avec chaque page de l'accord. Le document était complet. Patricia s'en était assurée il y a 5 ans. Il décrivait exactement quels actifs étaient protégés, quelles dettes resteraient séparées, et surtout, comment tout héritage futur serait géré. Il semble qu'il s'agisse d'un accord prénuptial correctement exécuté, annonça le juge Richardson après plusieurs minutes d'examen attentif. Il est daté 6 semaines avant votre mariage, témoignagé par 2 notaires, et signé par les 2 parties. L'avocat de Bradley avait l'air de vouloir disparaître dans sa chaise. J'ai réalisé que Gerald Weston avait déposé cette affaire de divorce sans effectuer de diligence raisonnable de base. Il avait supposé, tout comme Bradley, que le mariage était une simple prise d'actifs. Votre honneur, Bradley se leva soudainement, la voix légèrement ébranlée. J'ai besoin de voir ce document. Je ne me souviens pas avoir signé quoi que ce soit de tel. Le juge leva les sourcils devant l'exclamation de Bradley. Monsieur Crawford, veuillez rester assis et laisser votre avocat gérer ses procédures. Mais Bradley était en train de perdre le contrôle, sa confiance soigneusement construite s'effondrait. Judith, qu'est-ce que c'est? Tu ne m'as jamais dit que c'était une sorte de piège juridique. Monsieur Crawford. La voix du juge Richardson coupa la salle d'audience comme un coup de fouet. Vous allez rester silencieux, sinon je vous tiendrai en état d'outrage au tribunal. Votre avocat peut demander à examiner le document par les canaux appropriés. Gerald Weston s'approcha du banc avec une réticence évidente. Je l'ai regardé examiner l'accord prénuptial, son visage devenant plus pâle à chaque page. Il retourna à sa table et commença à chuchoter urgemment à Bradley, qui secouait la tête avec incrédulité. Les spectateurs de la salle d'audience étaient maintenant pleinement engagés, sentant que quelque chose de dramatique se déroulait. J'ai entendu des conversations étouffées et le grattement des stylos des journalistes alors qu'ils essayaient de capturer chaque détail de l'humiliation publique de Bradley. Votre honneur, s'adressa finalement Gerald au tribunal, sa voix manquant notablement de la confiance qu'il avait auparavant. Mon client souhaite demander une brève suspension pour examiner ces documents plus en détail. Le juge Richardson a consulté sa montre. Monsieur Weston, n'avez-vous pas procédé à la découverte concernant d'éventuels accords prénuptiaux avant de déposer vos demandes d'actifs? Le silence de l'avocat était une réponse suffisante. Bradley était si confiant dans sa stratégie qu'il n'avait jamais mentionné la possibilité d'un accord prénuptial à son avocat. Gerald Weston avait été pris par surprise tout autant que son client. « Je vous donne 10 minutes pour examiner le document », déclara le juge Richardson. « Mais je dois vous prévenir qu'il semble s'agir d'un accord légalement contraignant qui a un impact significatif sur les revendications de votre client. » Pendant la suspension,
j'ai regardé Bradley et son avocat se tenir en conversation intense près des fenêtres de la salle d'audience. Les gestes de Bradley devenaient plus animés et désespérés alors que Gérald expliquait les implications de l'accord prénuptial. Même de l'autre côté de la pièce, j'ai pu voir le moment exact où Bradley a réalisé que son plan avait complètement échoué. Patricia a profité du temps pour revoir ses propres notes et se préparer à ce qu'elle savait être les dernières tentatives désespérées de Bradley pour contester l'accord. Il va prétendre fraude ou contrainte, a-t-elle prédit doucement. Les hommes comme Bradley blâment toujours les autres quand leur plan échoue. Elle avait raison. Lorsque le tribunal a repris, Gerald Weston a immédiatement lancé un argument juridique désespéré. Votre honneur, mon client pense avoir été trompé sur la nature de ce document. Madame Crawford l'a présenté comme une formalité romantique, et non comme un accord complet de protection des actifs. Le juge Richardson avait l'air distinctement peu impressionné. Monsieur Weston, prétendez-vous que votre client a signé un document légal sans le lire? Votre honneur, mon client a fait confiance à sa future épouse. Il croyait qu'elle disait la vérité sur la portée et les implications du document. J'ai dû me mordre la langue pour m'empêcher de rire. Bradley s'était toujours fié à son intelligence en tant qu'homme d'affaires avisé, quelqu'un capable de lire les gens et les situations. Maintenant, son avocat soutenait qu'il était trop confiant et naïf pour comprendre un contrat légal. Le document est clairement étiqueté comme un accord prénuptial, observa le juge Richardson, feuilletant les pages. Il comprend des avertissements standards sur la recherche d'un conseil juridique indépendant. Votre client a-t-il choisi de renoncer à ce droit? Gérald feuilleta nerveusement ses papiers. Oui, votre honneur. Mon client a renoncé à son droit à un conseil indépendant et le document a été examiné par un notaire, n'est-ce pas? Oui, votre honneur. Et le document a été examiné par un notaire, n'est-ce pas? Le juge Richardson a tourné son attention directement vers Bradley. Monsieur Crawford, lorsque vous avez signé ce document, quelqu'un vous a-t-il forcé à le faire? Étiez-vous sous une quelconque contrainte ou coercition? Le visage de Bradley était rouge d'embarras et de colère. Non, votre honneur, mais je pensais que ce n'était que du papier. Judith m'a dit que cela n'avait pas d'importance. Avez-vous lu le document avant de le signer? La question est restée suspendue dans l'air comme une épée. Bradley a regardé autour de la salle d'audience comme s'il cherchait une issue. Le silence s'est étiré jusqu'à devenir inconfortable pour tous les présents. Monsieur Crawford, je vous ai posé une question directe. Je l'ai survolé, admit finalement Bradley, mais Judith a dit que c'était juste une formalité. L'expression du juge Richardson était un chef-d'œuvre de désapprobation judiciaire. Monsieur Crawford, vous avez signé un document légal sans le lire après avoir renoncé à votre droit à un conseil juridique, et maintenant vous demandez à ce tribunal de l'invalider parce que vous ne l'avez pas pris au sérieux. La salle d'audience était complètement silencieuse. Même les journalistes avaient arrêté d'écrire, hypnotisés par l'humiliation publique de Bradley. J'ai ressenti une vague de satisfaction en le regardant se tortiller sous le regard du juge. Votre honneur, Gérald fit une dernière tentative. Peut-être pourrions-nous argumenter que l'accord est déraisonnable compte tenu de la disparité en Monsieur Weston. Le juge Richardson interrompit. Avez-vous examiné les divulgations financières incluses avec cet accord prénuptial? Gérald feuilleta à nouveau le document, cherchant clairement quelque chose qu'il avait manqué. Il y a des divulgations financières étendues ici, votre honneur. En effet, il y en a, dit le juge. Madame Crawford a fourni une documentation complète de ses actifs, de ses revenus et de son héritage attendu. Votre client a signé des accusés de réception confirmant qu'il a examiné et compris toutes les informations financières. C'est l'un des accords prénuptiaux les plus complets que j'ai vus au cours de mes 23 années de fonction. Bradley avait l'air sur le point de vomir. Le garçon d'or, qui avait charmé sa façon de vivre, faisait enfin face aux conséquences de ses actes. Le juge Richardson s'éclaircit la gorge et commença à lire directement l'accord prénuptial, sa voix portant clairement dans la salle d'audience silencieuse. Section 4, paragraphe A. Tous les actifs possédés par l'une ou l'autre partie avant le mariage resteront la propriété séparée de cette partie. Section 4, paragraphe B.
Tout héritage reçu par l'une ou l'autre partie pendant le mariage sera considéré comme une propriété séparée et ne sera pas sujet à division en cas de divorce. Le visage de Bradley passa par un spectre de couleurs, du rouge au blanc en passant par le vert. Il serra le bord de sa table si fort que ses jointures blanchirent. « Cela ne peut pas être légal, murmura-t-il assez fort pour que plusieurs personnes l'entendent. Section 6, continua le juge Richardson, traitant de la pension alimentaire. Aucune partie n'aura droit à une pension alimentaire ou à une pension alimentaire de l'autre, quelle que soit la durée du mariage ou la disparité de revenus. La juge leva les yeux du document. Cette section a été paraphée par les deux parties et témoignée séparément. Gerald Weston prenait des notes frénétiquement, essayant probablement de trouver n'importe quelle faille ou technicité possible. Mais Patricia avait été trop méticuleuse il y a 5 ans. Chaque défi potentiel avait été anticipé et abordé. Votre honneur, je me suis levé. Si je puis m'adresser au tribunal. Procédez, Madame Crawford. Lorsque j'ai hérité de l'héritage de ma grand-mère il y a 18 mois, j'ai consulté mon avocate pour savoir si l'héritage était protégé en vertu de l'accord prénuptial. Nous avons confirmé qu'il était entièrement couvert par la section 4, paragraphe B. L'héritage a été conservé dans des comptes séparés et n'a jamais été mélangé avec des actifs conjugaux. C'était le dernier clou dans le cercueil de Bradley. Non seulement l'accord prénuptial était inattaquable, mais j'avais été scrupuleusement attentive à garder l'héritage séparé. Il n'y avait aucun moyen pour lui de revendiquer une partie. Le juge Richardson hocha la tête avec approbation. Madame Crawford, avez-vous utilisé une partie de votre héritage pour des dépenses conjugales ou des achats conjoints? Non, votre honneur. J'ai maintenu mon revenu régulier pour les dépenses ménagères. L'héritage est resté complètement séparé. Bradley explosa. C'est faux. Elle achetait des choses pour nous. Elle payait des vacances. Monsieur Crawford. La voix du juge Richardson était glaciale. Vous êtes hors de propos. Asseyez-vous immédiatement. Mais Bradley était au-delà de la raison maintenant, son façade soigneusement construite s'était complètement effondrée. C'est insensé. Je suis avec elle depuis 5 ans. Je l'ai soutenue émotionnellement. J'ai abandonné ma carrière. Tu as démissionné pour dépenser mon argent, dis-je doucement, ne pouvant m'en empêcher. Madame Crawford avertit le juge Richardson, mais son ton était presque amusé. Gerald tirait sur la veste de Bradley, essayant de le faire s'asseoir et d'arrêter de rendre les choses pires, mais Bradley était en pleine crise, sa vraie nature transparaissant enfin. « Elle m'a piégé » cria Bradley. « Elle m'a fait croire que nous étions partenaires. Elle m'a laissé croire que l'argent était à nous. M. Crawford, si vous ne pouvez pas vous contrôler, je ferai appel à un huissier pour vous expulser de ma salle d'audience. » La menace d'être physiquement expulsé a finalement pénétré la rage de Bradley. Il s'est assis lourdement, sa poitrine haletant de respiration de colère, mais le mal était fait. Tout le monde dans la salle d'audience avait vu son vrai caractère. L'homme avide et prétentieux qui m'avait épousé pour mon argent et qui avait ensuite eu l'audace d'agir comme une victime lorsque son plan avait échoué. Le juge Richardson a examiné les dernières pages de l'accord prénuptial avec un soin délibéré. La tension dans la salle était palpable alors que tout le monde attendait sa décision. J'ai ressenti une satisfaction calme s'installer en moi. Après des mois de manipulation et de mensonges de Bradley, la vérité était enfin révélée. Sur la base de mon examen de cet accord prénuptial, annonça le juge Richardson, je suis prête à rendre ma décision sur la répartition des biens. Le juge Richardson a retiré ses lunettes et a regardé directement Bradley avec une expression qui aurait pu geler le feu. Monsieur Crawford, cet accord prénuptial est valide, complet et légalement contraignant. Vous n'avez droit à strictement rien des biens d'avant-mariage, de l'héritage ou des avoirs commerciaux de votre épouse. Les mots ont frappé Bradley comme des coups physiques. Sa bouche s'est ouverte, et il a fixé le juge dans une incrédulité totale. Rien, murmura-t-il. Rien, confirma le juge Richardson. De plus, selon la section 7 de cet accord, toutes les dettes contractées individuellement par l'une ou l'autre partie restent la responsabilité de cette partie. Madame Crawford, avez-vous une documentation des dettes encourues uniquement par votre mari?
Patricia m'a remis un épais dossier que j'ai passé à l'huissier. Oui, votre honneur. Dette de carte de crédit, prêt de voiture, l'investissement dans le restaurant défaillant, et les frais de club de campagne totalisant environ 87 000 $. L'avocat de Bradley avait l'air de vouloir disparaître complètement. L'affaire dont il pensait qu'elle lui rapporterait des honoraires substantiels s'était transformée en un désastre complet. Monsieur Crawford, continua le juge Richardson, non seulement vous ne recevrez aucun bien de ce mariage, mais vous restez personnellement responsable de 87 000 $ de dettes que vous avez accumulées pendant le mariage. La salle d'audience a éclaté de murmures et de chuchotements. J'ai entendu quelqu'un derrière moi étouffer un rire. Bradley était passé de l'attente de millions à la perspective de la faillite en 30 minutes. Votre honneur, la voix de Bradley était à peine audible. Cela ne peut pas être juste. 5 ans de mariage doivent compter pour quelque chose. Le sourire du juge Richardson était acéré comme un rasoir. Cela compte pour quelque chose, monsieur Crawford. Cela compte comme une leçon coûteuse pour lire les documents juridiques avant de les signer. Le marteau est tombé avec une finalité qui a résonné dans la salle d'audience comme le tonnerre. Le tribunal accorde la requête en divorce déposée par madame Crawford. Aucun bien ne sera transféré à monsieur Crawford. Toutes les dettes individuelles restent avec la partie qui les a contractées. Cette cour est ajournée. Bradley resta silencieux, stupéfait, tandis que la réalité de sa situation s'enfonçait. Il avait passé 5 ans à se positionner pour ce moment, pour découvrir que son plan avait été voué à l'échec dès le jour où il avait signé négligemment l'accord prénuptial sans le lire. Les gens ont commencé à sortir de la salle d'audience, mais je suis restée assise, regardant le monde de Bradley s'effondrer autour de lui. Gerald Weston rangeait déjà sa mallette, visiblement impatient d'échapper à cette humiliation professionnelle. Plusieurs journalistes se sont approchés de moi pour un commentaire, mais Patricia les a interceptés avec une efficacité rodée. Judith appela Bradley alors que je me levais enfin pour partir. Nous devons en parler. Ce n'est pas fini. Je me suis tournée pour lui faire face une dernière fois. Bradley, c'était fini au moment où tu as décidé de m'épouser pour mon argent au lieu de m'aimer pour qui je suis. L'accord prénuptial n'a pas ruiné ton plan. Ta cupidité l'a fait. Son visage s'est décomposé alors que le poids total de sa situation le frappait. Pas d'héritage, pas d'actifs, et des dettes écrasantes qui le poursuivraient pendant des années. L'homme qui avait charmé sa façon de vivre avait enfin rencontré une situation qu'il ne pouvait pas résoudre par des paroles douces ou de la manipulation. Alors que je marchais vers les portes de la salle d'audience avec Patricia à mes côtés, je me sentais plus légère que je ne l'avais été depuis des mois. Le cauchemar était enfin terminé, et la vraie nature de Bradley avait été révélée à tous. La justice, il s'est avéré, venait parfois avec son propre sens d'ironie poétique. La vie de Bradley s'est complètement démantelée dans les mois qui ont suivi notre divorce. Les 87 000 $ de dette l'ont forcé à faire faillite en 6 mois, détruisant son crédit et le rendant incapable de maintenir son style de vie. Sa réputation dans la communauté d'affaires de Nashville a été ruinée lorsque la nouvelle s'est répandue sur la façon dont il avait essayé de voler l'héritage de sa femme, faisant de lui un exemple d'avertissement sur les accords prénuptiaux et les dangers d'épouser pour de l'argent. Le club de campagne a révoqué son adhésion lorsqu'il n'a pas pu payer ses cotisations, et la voiture de luxe a été saisie, le laissant dépendant des transports en commun. Sa vie amoureuse est devenue inexistante car les femmes de nos cercles sociaux ont appris son stratagème de recherche d'or, se prévenant mutuellement contre l'homme charmant qui considérait le mariage comme une transaction commerciale. Il a été contraint de déménager chez ses parents âgés à Memphis et de prendre un poste de vendeur junior, ses rêves de vivre de l'argent de ma grand-mère remplacés par la dure réalité de recommencer à 47 ans avec rien que des dettes et une réputation endommagée. J'ai utilisé une partie de mon héritage protégé pour créer la Fondation Crawford, qui offre une assistance juridique aux femmes recherchant des accords prénuptiaux et une représentation lors du divorce, garantissant que d'autres femmes ne tombent pas victimes de prédateurs financiers comme Bradley. En repensant à mon parcours de femme confiante à divorcer émancipée, j'ai réalisé que la sagesse de ma grand-mère sur la protection de la richesse familiale m'avait sauvée de plus qu'une simple perte financière. Elle m'avait sauvée d'une vie d'exploitation par quelqu'un qui considérait mon amour comme rien de plus qu'un chemin vers de l'argent facile.